Henri Matisse arrive à Nice en décembre 1917. Au départ, il pense y rester quelques jours et puis finalement, il y restera jusqu'en 1954, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie. Donc nous allons aujourd'hui évoquer ce parcours de Matisse à Nice, cette histoire extraordinaire de ce peintre, un des plus grands artistes du XXe siècle, qui a choisi Nice pour être son lieu d'inspiration, son lieu de création, et ce, pendant plus de 30 années. Donc nous allons parcourir à travers cette conférence les différents ateliers de Matisse et voir comment ce parcours géographique dans la ville de Nice, finalement, va être central pour la création de Matisse, puisqu'on se rend compte qu'à quasiment chaque changement d'atelier, il y aura un changement dans son œuvre. Alors, nous allons au départ évoquer, en préambule, si vous voulez, le prologue à la conférence, c'est de dire que Matisse est né un 31 décembre 1869 au Cateau-Cambrésis, qui est une ville du Cambrésis, donc non loin de Lille. Il est donc originaire du Nord. Il ne se rend dans le Sud qu'en 1898, à l'occasion d'un séjour qu'il fait avec son épouse Amélie, avec laquelle il vient de se marier en 1898 et qui est elle-même originaire de Toulouse. Quand il arrive en Corse, où il va passer plusieurs mois, il est absolument subjugué, cet homme du Nord, cet artiste, donc il regarde la lumière et regarde l'atmosphère. Il est fasciné par l'atmosphère qu'il y découvre. Il est fasciné aussi par la végétation, par cette végétation luxuriante qu'il découvre en Corse. Et cela va encore se poursuivre les années suivantes, puisque en 1904, il est invité par Paul Signac à passer l'été à Saint-Tropez. Donc à cette époque, Saint-Tropez n'a pas du tout encore la réputation que ce petit port de pêche a aujourd'hui. C'est un petit port où viennent certains artistes pour peindre, ils sont entre eux. Et Matisse passe tout cet été 1904 à réaliser donc, des peintures en bord de mer. Donc là encore, on voit dans une peinture comme celle-ci, Luxe calme et volupté de 1904. Donc il a adopté bien sûr le style de Signac, le style néo-impressionniste de Signac, mais que surtout cette lumière méditerranéenne, cette Méditerranée va s'imposer comme un des thèmes majeurs de son œuvre, et elle va devenir, la Méditerranée, une référence bien sûr à la tradition picturale, à toute l'histoire de la peinture. Donc c'est une manière aussi pour Matisse de se situer par rapport à l'histoire de la peinture. Donc en 1906, il va peindre ce tableau majeur pour l'histoire de l'art du XXe siècle, tableau qui fera grand bruit lors de sa présentation au Salon en 1906. Donc Le bonheur de vivre, tout un programme, Le bonheur de vivre qui évoque la Méditerranée, qui évoque encore un autre lieu qu'il découvre en 1905, au moment du fauvisme, donc Collioure. Donc on descend un petit peu plus sur le bassin méditerranéen avec ce séjour à Collioure, ces ateliers en fait de Collioure qui vont se prolonger jusqu'en 1914. Mais je voulais introduire cette rencontre avec Nice par cet épisode si fondamental et si fondateur même pour Matisse, qui a été cette découverte du Sud et cette évocation du Sud à travers le thème de la Méditerranée qu'il évoque ici magistralement avec ce tableau Le bonheur de vivre. Et puis, en 1914, nous entrons dans la guerre. Matisse, à ce moment-là, est installé à Paris, plus précisément à Issy-les-Moulineaux, avec sa famille. Il reste à l'arrière car il n'est pas apte à partir, à être enrôlé, et il continue donc à peindre. Et en 1916, il va réaliser cette grande peinture de baigneuse
qui est une peinture dramatique, austère, qui n'évoque plus, on le comprend bien ici, le bonheur de vivre, mais qui évoque la guerre, qui évoque le drame humain de la guerre. Et on retrouve donc ces fameuses baigneuses, mais dans ce cadre tragique de l'histoire. On comprend donc qu'en 1917, Matisse, qui est toujours à Issy-les-Moulineaux, décide, un jour de décembre de 1917, de partir, de quitter Paris et d'aller à Nice. Alors au départ, il arrive à Nice en se disant qu'il va y passer un petit moment. Il pleut, il fait un temps épouvantable. Il a loué une chambre à l'hôtel Beau Rivage, sur la promenade des Anglais. Et puis, comme il pleut, il va simplement peindre son autoportrait. Il faut savoir que cet autoportrait, donc de janvier 1918, c'est un des derniers que Matisse peint. C'est même le dernier autoportrait peint par Matisse. Et il dit donc quelque chose d'absolument fondateur. Il dit aussi que c'est un tournant de son existence. Et on voit l'artiste ici, dans sa chambre de l'hôtel Beau Rivage, avec sa valise, ce qui indique bien qu'il veut peut-être, il est seulement en voyage, il est de passage encore à ce moment-là, il descend du train avec son complet et il se peint dans une petite glace. Alors, autre sujet important de son arrivée à Nice, c'est Renoir. Donc Matisse sait que Renoir est aux Collettes à ce moment-là, le vieux Renoir dont les mains sont meurtries, mais qu'il continue à peindre ces fameuses grandes baigneuses. Et Matisse a l'immense chance de rencontrer à ce moment-là Renoir, et il ira le voir à de nombreuses reprises jusqu'à sa mort en 1919. Donc ça, c'est une étape aussi majeure dans son parcours parce qu'il va voir à ce moment-là peindre Renoir et il va parler avec lui peinture. Et donc on comprend pourquoi, après cette rencontre, en réalité, l'œuvre de Matisse, qui pendant cette période de la guerre avait été très austère, quasiment abstraite, très conceptuelle, va tout d'un coup revenir à une certaine tendresse, revenir à une certaine sensibilité du motif. Et à Nice, il va instaurer tout un nouveau champ de peinture. Alors nous avons par exemple, voilà, un de ses premiers, même sans doute le premier, intérieur niçois, peint dans sa chambre de l'hôtel Beau Rivage. Et nous savons que cet intérieur niçois, il l'a montré à Renoir. Donc il apporte à Renoir ses œuvres pour avoir son avis, ce qui est très touchant. Et Renoir est absolument subjugué par la capacité qu'a Matisse à donner les plans avec la couleur, et notamment à faire tenir dans l'espace du tableau cette barre noire qui vient en avant, qui tient bien sa place dans la construction spatiale. Ici, un deuxième exemple, un de ces fameux intérieurs niçois qui se mettent en place dès ce moment d'arrivée à Nice, dès ces quelques mois après l'arrivée à Nice. Et il écrit à son ami donc Charles Camoin, qui lui est encore au front à ce moment-là. Il écrit une longue lettre où il décrit ce qu'il fait. Donc je cite cette lettre. « En ce moment, je divise ma journée ainsi. Le matin, je travaille à un paysage de 30 avec toute la lenteur que demande un travail d'acquisition. Et l'après-midi, je fais une toile de 6 en une fois, d'un autre motif. C'est très bon pour moi. Je reviens le lendemain matin à mon travail reposé et la petite toile vient librement quelquefois, heureusement. Le soir, je joue du violon et je vais voir 1 heure de cinéma ou je vais 1 heure au promenoir de l'Eldorado, voir les grues si tristes et les noceurs si laids. Voilà ma vie. Elle n'est pas folichonne, mais je m'en accommode très bien. » Alors voilà ce que Matisse est venu aussi chercher à Nice. C'est bien sûr non seulement la lumière qu'il découvre, cette lumière si cristalline et dont il est frappé, mais c'est aussi un cadre de création qui est très spécifique. C'est-à-dire qu'il quitte Paris et donc il quitte tout ce milieu de l'avant-garde artistique parisienne,
tout le milieu, notamment le milieu cubiste, qui est très présent à ce moment-là. Donc il se retire. C'est une manière pour lui de se retirer, de revenir à sa création et aussi de s'extraire de son cadre familial, puisqu'il est seul à Nice pendant quelque temps. Il est assez vite rejoint, mais très brièvement, par ses enfants, et notamment par son fils Pierre, qui a 18 ans, et qui à ce moment-là joue du violon, selon la volonté de son père. Il ne suivra pas longtemps cette volonté. Donc, pour un mois, au mois d'avril 1918, Matisse loue momentanément un atelier au 105 quai des États-Unis, donc toujours sur la promenade des Anglais, dont il peint notamment cette vue célèbre, puisqu'elle a appartenu à Sarah et Michael Stein, extraordinaire vue de la baie de Nice, vue du 105 quai des États-Unis. Et puis, pour la belle saison du printemps et de l'été, il va louer la villa des Alliés, boulevard du Mont-Boron. Et dans cette villa, à partir de cette villa, il va rayonner autour de la villa vers le col de Villefranche et peindre de nombreux paysages. Alors il faut savoir que jusqu'à cette période de 1918, Matisse avait pratiquement depuis 1905 quitté le thème du paysage pour se concentrer sur la figure. Et donc Matisse, à son arrivée à Nice, renoue avec le paysage, renoue avec une certaine forme donc de pittoresque. Alors, voilà un des paysages, par exemple, le grand paysage Mont-Alban qu'il réalise en 1918, donc de ces paysages peints dans les environs de la Villa des Alliés. Et à nouveau une lettre à son ami Charles Camoin, que j'ai trouvée intéressante. Il lui écrit « Il semble que c'est un paradis qu'on n'a pas le droit d'analyser, et pourtant on est peintre. Ah, c'est un beau pays, Nice. Quelle lumière tendre et moelleuse malgré son éclat. Je domine Nice, je suis au col de Villefranche, le soleil se lève derrière moi, je vois la montagne, Vercagne se colorer d'abord, ensuite le château de Nice et enfin la ville, tous les jours à 5 heures. » Alors, on comprend là l'émerveillement de l'artiste pour toutes ces lumières du jour, et pour cette lumière cristalline de Nice, ce beau pays de Nice. Je trouve cette lettre absolument saisissante parce qu'elle montre la fascination de l'artiste pour le lieu, et ce qui explique pourquoi, lui qui pensait rester seulement quelques temps, il va finalement s'y fixer. Encore un de ces paysages du col de Villefranche. Et puis, il continue à vivre pendant une certaine période encore à louer des chambres. Ici, il change d'hôtel, il va à l'hôtel de la Méditerranée, au 25 Promenade des Anglais. Il aime beaucoup cet hôtel, pour son décor rococo, pour ses papiers peints, les tapis aussi dans les chambres. Donc régulièrement, il change de chambre. Il fait venir des modèles qu'il choisit le plus souvent, car nous savons que Matisse se rend souvent aux alentours des studios de la Victorine. Ce sont alors les studios de cinéma où il y a beaucoup de figurantes à ce moment-là, donc à Nice. Et il choisit souvent ces modèles parmi ces figurantes et il les fait venir dans ces chambres d'hôtel. Alors, pour peindre et dans ces vues, ces intérieurs, il les fait poser, ou alors on a des intérieurs ici, tout simplement sans figure. Donc ce thème de l'intérieur, c'est une manière pour Matisse de peindre Nice, mais peindre Nice de l'intérieur. Parce que qu'est-ce qu'il peint en réalité ? Il peint sa sensation, son émotion face à Nice, face à la lumière de Nice. C'est une sorte de paysage mental que les intérieurs niçois d'Henri Matisse. Et ces chambres de l'hôtel Méditerranée lui permettent de varier sans que, à chaque fois, en fait, à chacune des peintures, il permet
de varier le dispositif, le miroir ovale ici, voilà, les rideaux, la grande fenêtre, la balustrade, et puis quelquefois les papiers peints changent, le modèle change bien sûr, et selon les chambres, tout ça va varier comme une sorte de petit théâtre qui va se mettre en place. Mais il faut savoir qu'encore à ce moment-là, ce n'est pas son propre mobilier, et ces femmes qui viennent poser sont des modèles qui sont passagères la plupart du temps. Donc ici, une des rares vues dans lesquelles il s'autorise, je dirais, une description pittoresque des lieux avec ce fameux Carnaval des fleurs qu'il peint en 1923. Et puis, un petit peu plus tard, donc, il va enfin décider de s'installer à Nice et de louer de manière quasi définitive donc dans un immeuble qui est ici donc le 1 place Charles Félix, l'immeuble Caisse des Pierre-Lasse. Et donc il va d'abord louer un appartement au 3e étage, appartement donc qui a une double vue, une vue sur le côté sud sur la promenade des Anglais et sur le côté ouest sur le cours Saléa. Cette double vue est particulièrement intéressante parce qu'elle lui permet d'avoir une vue vraiment pleine mer, et puis une vue sur le cours Saléa, ça veut dire une vue sur quelque chose qui est si typiquement niçois. Ce lieu, c'est un lieu de vie où il y a beaucoup d'animation déjà à l'époque. Et donc il peut aussi, il est dans le Vieux-Nice et il descend, il connaît les commerçants, on peut l'imaginer, voilà, déambuler dans ces rues, aller dans les cafés, les restaurants. Il côtoie aussi une petite communauté d'écrivains ou d'artistes qui sont eux aussi installés à Nice. Alors voilà, donc ce fameux appartement donc de la place Charles-Félix, dans laquelle Matisse va assez rapidement faire venir tout un ensemble d'objets, de textiles qu'il a rapportés de ses voyages. Il a fait de nombreux voyages auparavant, et il va aussi apporter tout un ensemble de costumes. Alors c'est à ce moment-là que vont apparaître dans son œuvre les odalisques. Donc ces fameuses odalisques maticiennes, donc ce sont des femmes qu'il costume à l'orientale. Alors évidemment, à nouveau ici, le rapport de Matisse, le rapport de la peinture de Matisse avec une certaine tradition, la tradition du 19e, de la Croix, évidemment le rapport à Renoir, le Renoir qui est parti en 1919, mais auquel Matisse pense encore, et puis voilà cette peinture très sensuelle, très animée par le corps féminin, et aussi par toute une délicatesse des couleurs, des touches, des textures. Et c'est la multiplicité des objets, multiplicité des tentures qui vont lui permettre, voilà, de faire varier à la fois aussi les tentures, les couleurs, et tout ce monde qu'on pourrait presque respirer quand on voit les peintures de cette époque. Alors, on a également ici une référence, peut-être qu'il ne faut pas oublier, une référence au cinéma de l'époque qui est très présent à Nice, et Matisse, et des films, et Matisse connaît bien le cinéma puisque il y va presque tous les soirs, il va voir une séance de cinéma, et il a assisté aussi à certains tournages, et il a très probablement vu le tournage de ces films de l'époque, donc comme La Sultane de l'amour, qui sont une veine de cinéma très ballet russe, donc dans le style La Sultane de l'amour avec ses femmes costumées. Donc évidemment, sans doute aussi ces odalisques ne sont-elles pas totalement étrangères avec le cinéma de l'époque. Alors encore une autre odalisque à la culotte grise de 1928, où on voit ici avec quelle
application, avec quelle profondeur finalement Matisse va faire jouer les textures, avec une application de plus en plus décorative et toujours ce goût de faire correspondre le corps du modèle qui est très modelé avec cette puissance décorative des fonds. Et on voit bien dans la photo de 1928 avec un de ces modèles, Zita, voilà tout le dispositif qu'il a finalement mis en place dans son atelier. Il a mis une sorte de petite estrade et derrière laquelle il a tout un agencement de tentures. Donc voilà, tous ces lieux qui finalement, le lieu de la peinture, lieu artificiel, qui se renouvelle comme un petit théâtre de la peinture à chaque séance de pause. Voilà encore une de ces odalisques, mais une odalisque vraiment ici de transition, puisqu'on va voir que toute cette sensualité, cette douceur va évoluer, et ici on va déjà trouver une certaine rigidité dans la figure qui va annoncer les années qui vont suivre. Mais vous voyez ici très très fortement cette recherche complexe d'opposition entre la construction de la figure et le fond. Le fond, la forme, c'est très important pour les peintures de cette époque. Un petit peu plus tard, donc en 1928, il va faire l'acquisition d'un appartement qui se trouve à l'étage au-dessus, donc au 4e étage, et un appartement beaucoup plus vaste. Alors, dès ce moment, 1928, vous voyez que c'est un appartement dans lequel il peut avoir plusieurs ateliers. Il a 2 ateliers. Il a de grands espaces de vie aussi. Donc jusqu'à présent, il peignait et vivait quasiment dans le même espace. Mais ici, voilà, les choses sont plus... On dirait qu'il a déjà plus de place. Son épouse Amélie l'a rejoint déjà depuis quelques années et elle va réellement à ce moment-là de nouveau être avec lui presque toute l'année. Et alors ce qui est absolument important, c'est cette baie vitrée, cette grande baie vitrée qui fait face à la mer, qu'il peint assez rarement, mais en réalité cette grande baie vitrée va lui donner un accès à l'espace extérieur très différent. Puisque c'est comme une sorte de mur rideau, voilà, ouvert sur l'espace, et quand on est face à ce mur, on est en fait dans le bleu intégral de la mer. Et je crois que pour Matisse, ça a été tout d'un coup une autre appréhension de l'espace. Et à partir de ce moment, dans cet atelier, dans ce nouvel atelier, on va avoir un renouvellement des motifs de Matisse et l'entrée en scène aussi de nouveaux modèles et l'entrée en scène d'une plante qui va cesser de s'imposer dans les années suivantes, une plante qu'on va voir, qui on va le voir, va être vraiment complètement intégrée dans l'espace matissien. Donc on le voit ici sur le balcon, juste à côté voilà, du château, sur le balcon de son appartement de la place Charles-Félix. Alors, 1928 et 1930, Matisse, en 1930, arrive un moment de crise. Ce n'est pas simplement la crise économique, lui-même subit une crise morale. Il éprouve le besoin donc, de quitter la France et pendant quasiment 1 an, il va partir. Il va traverser l'Atlantique en bateau, traverser les États-Unis, aller jusqu'à Tahiti et revenir. Et à ce moment-là, il a la grande commande, la commande du docteur Barnes, qui a cette fondation de Philadelphie, où il a, donc Barnes est un très grand collectionneur, il possède déjà un très très bel ensemble d'œuvres de Matisse, dont Le Bonheur de vivre, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et Barnes va commander à Matisse une grande décoration murale pour son musée de Philadelphie. Thème libre, et Matisse choisit le thème de la danse qui va se transformer progressivement en une lutte d'amour. Mais vous voyez, il retourne à la danse et il retourne donc à la Méditerranée, puisque la danse, pour Matisse, ça évoque l'Arcadie et ça évoque bien sûr la Méditerranée. Et cette grande danse,
cette grande composition qui fait plus de 14 mètres de long, il va revenir à Nice et il va la composer pendant plus de 3 années dans un espace qu'il loue rue des Cyreniels, qui est un ancien garage. Il va donc s'installer dans ce garage pour peindre et composer cette grande décoration murale. Alors, ça sera vraiment un moment de transformation radicale de son œuvre, de son travail, puisque tout d'un coup, Matisse va faire de la grande composition. C'est ce qu'il espérait. Cette commande a été providentielle pour lui et va modifier tout le reste de son œuvre jusqu'au bout. Puisque tout d'un coup, Matisse va travailler pour la grande décoration, il va travailler à l'échelle et il va rentrer dans un autre espace pictural. Donc nous sommes en 1933, il achève la danse et il la transporte roulée et l'installe à Philadelphie et il revient à Nice. Très peu de temps après, en 1938, il éprouve le besoin de s'éloigner de la mer et il va donc faire l'acquisition d'un appartement. Il est un des premiers à acheter un appartement dans l'ancienne hôtel Excelsior Regina, qui, pendant les années de crise, malheureusement, qui était cet hôtel, qui avait été ce majestueux hôtel qui avait été notamment, dont une des ailes avait été occupée par la reine Victoria, donc un hôtel majestueux sur les hauteurs de Cimiez. Et il est vendu, tout le mobilier est vendu, et il est vendu à la coupe. Et Matisse est au courant et il achète un appartement, un grand appartement cette fois, plus de 200 mètres carrés, appartement traversant, puisqu'il y a un côté de l'appartement qui donne sur la vue jusqu'à la mer, avec le boulevard de Cimiez qui descend jusqu'à la mer, et puis un autre côté, donc il est traversant, donc avec un autre côté vers le nord. Cet appartement, donc la taille de cet appartement très très grand, très élevé aussi, avec une très grande hauteur sous plafond, va radicalement modifier son cadre de travail. Donc de nouveau, donc il déménage tout son matériel, tous ses meubles, et il va pouvoir là vraiment avoir un atelier au sud où il peint pendant les mois d'hiver, un atelier au nord où il peut être plus au frais, et il va prendre aussi, c'est une manière aussi pour lui à nouveau de prendre du recul. Il souffrait en bord de mer parce que Matisse est un artiste qui a une santé en réalité assez délicate et il est très facilement malade, et en bord de mer il commençait à avoir régulièrement des rhumes, il s'en plaint, il l'écrit à son fils. Alors donc il est très heureux comme ça de monter sur les hauteurs de Cimiez et de pouvoir bénéficier d'un climat qu'il estime meilleur. C'est aussi, il faut imaginer que à ce moment-là, donc nous sommes en 1938, Matisse est déjà âgé. Quand il s'installe à Nice, il a 47 ans. Donc en 1938, voilà, c'est déjà plus d'une vingtaine d'années, une vingtaine d'années presque qui sont passées. Et en 1941, pendant la guerre, donc il va subir une très grave opération, va vraiment frôler la mort, et après ce moment, il sera entre 1941 et 1954 sera vraiment quelqu'un de très affecté dans sa santé, qui pourra plus se déplacer que très difficilement. Donc vous imaginez que ce grand atelier, en fait cet immense atelier, lui permet de construire un espace. Lui, cet homme qui est alors qui ne peut presque plus marcher, lui permet de construire un espace qui est un espace dans lequel il va développer totalement son imaginaire. Et dès ce moment, l'atelier du Regina, quand il s'y installe, il va installer aussi beaucoup de plantes.
de plantes exotiques, dont cette Monstera deliciosa, qui est donc une plante arborescente, qui va progressivement envahir une des pièces de l'atelier. Et puis dans une autre pièce, il va installer une volière avec de très nombreux oiseaux tropicaux. Il a une collection d'oiseaux, oiseaux qu'il aime parce qu'ils ont des couleurs fantastiques qui l'inspirent, et aussi pour leur chant. Donc il faut imaginer ce lieu comme étant une sorte de lieu exotique dans lequel Matisse se rappelle son séjour à Tahiti, ce séjour de plusieurs mois à Tahiti qui l'a littéralement aussi fasciné. Il compare d'ailleurs la lumière cristalline de Tahiti, la lumière cristalline de New York à celle de Nice. Il retrouve à Nice cet espace limpide, cet espace dans lequel il va pouvoir vraiment déployer lui-même sa couleur, son espace mental, son espace pictural. Et on voit donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où Matisse s'installe dans l'atelier de Cimier, sa peinture va se transformer et il va rentrer dans une autre période de création avec par exemple ici cette œuvre, la musique, qui, quand on la regarde, on a l'impression que c'est une œuvre qui est très grande, alors qu'en réalité, elle fait 50 sur 50. En fait, elle n'est pas très grande. Mais voilà, l'espace, à partir de ce moment-là, dans la peinture de Matisse, va accéder à un statut qu'on qualifie de décoratif, simplement pour dire que la couleur est agencée dans la surface d'une telle manière qu'elle va en fait augmenter l'espace et augmenter l'espace autour d'elle. Et donc aussi, le spectateur va ressentir en face de cette peinture une sensation d'allègement, et lui aussi va pouvoir, comme par ricochet, agrandir son espace autour de lui. Alors voici l'atelier du Regina, Matisse au travail dans l'atelier du Regina. Pendant la guerre, donc à nouveau en 1941, il est opéré, mais il a fait le choix de rester. Il a fait le choix pendant la guerre de rester à Nice, alors que Roger Fry, le fameux Américain qui était responsable du Rescue Committee pour sauver et faire sortir les intellectuels qui étaient poursuivis par les nazis, il vient voir Matisse dans son atelier. Voilà une des photos de Roger Fry. Matisse, il lui propose de venir, comme il l'a proposé à Chagall, mais Matisse refuse. Il dit qu'il préfère rester. Il reste à Nice pendant quasiment toute la guerre, et pendant un moment, il va quitter seulement l'atelier du Regina pour aller à Vence, pour se retirer, parce qu'il y a des bombardements et que c'est très très difficile aussi pour lui, pour pouvoir évidemment avoir tout simplement du matériel pour peindre. Il faut se poser la question, alors pendant la guerre, comment on fait pour continuer à peindre, pour continuer à avoir de la couleur, des châssis, de la toile, du papier. À la fin de la guerre, donc Matisse est toujours au Regina. Et il va, je voudrais aller un petit peu plus loin, voilà, vous montrer Matisse dans cet atelier du Regina, le voilà sur sa chaise roulante, et il va inventer une nouvelle technique, la gouache découpée, les papiers gouachés découpés. Donc il va découper directement dans la couleur et composer désormais. C'est de très grandes compositions directement sur les murs de l'atelier du Regina. Donc, en quelque sorte, c'est comme si l'atelier devenait œuvre. Ça devient un espace où il déploie ses œuvres comme une sorte d'espace mouvant où un élément va passer d'une œuvre à l'autre. On voit aussi qu'il a atteint vraiment quelque chose de parfaitement mural. Et toutes ces grandes compositions, elles vont être ensuite, pour certaines, ce sont des commandes, et notamment, bien sûr, la commande, l'une des commandes majeures qui va l'occuper pendant cette période, qui sera la commande de la chapelle de Vence, la chapelle pour les dominicaines, les sœurs dominicaines de Vence, pour lesquelles donc, il va réaliser entièrement la chapelle, mais toujours très attaché à vouloir travailler
à l'échelle, c'est-à-dire à taille réelle. Il va composer tous les vitraux en maquette sur les murs même de l'atelier du Regina, puisque la hauteur des murs de l'atelier est suffisante pour travailler à peu près sur une hauteur de 4 mètres. Donc vous voyez cet homme, voilà, au terme de sa vie, qui va complètement renouveler son art et qui va comme ça déployer toute son œuvre dans cet atelier du Regina. Pour terminer, encore un exemple, donc voilà un fameux exemple, un très fameux exemple conservé aujourd'hui au musée Matisse de Nice, une des Jocondes, c'est la Joconde, une des Jocondes de la collection, le Nu bleu 4 de 1952, qui est réalisé en gouache découpée, en papier gouaché découpé. Et vous voyez cette œuvre qui est, voilà, on est vraiment quasiment au terme de la carrière de Matisse, mais il parvient avec une œuvre comme celle-ci, non seulement à renouveler totalement son œuvre, mais aussi penser à la Méditerranée, penser à cette histoire de Matisse qui a peint Le bonheur de vivre en 1906, et vous retrouvez ici une sorte de synthèse magistrale, c'est-à-dire il est dans quelque chose qui est radicalement actuel, contemporain de l'époque, en 1952, et en même temps complètement plongé dans l'histoire de la peinture, avec cette évocation d'une femme, d'une nymphe, hein, donc c'est toujours la nymphe, c'est toujours la Méditerranée à travers le bleu, mais qui est ici évoquée de manière si présente et en même temps si lointaine. Alors pour conclure, je voudrais évoquer la naissance du musée Matisse de Nice, puisque avec justement ce fameux musée des Ponchettes qu'a voulu Matisse, donc Matisse et Bonnard ont voulu être présidents d'honneur de l'Union méditerranéenne des artistes, donc l'UMAM, l'Union méditerranéenne des artistes, l'UMAM, bon, et ils vont souhaiter tous les deux, et surtout Matisse, puisque Bonnard décède en 1946, ils ont souhaité créer un musée d'art moderne à Nice. C'est le souhait de Matisse. Et donc pour cela, il va déjà commencer à donner à la ville de Nice, une œuvre qui est la Nature morte aux Grenades, qui est aujourd'hui conservée au musée Matisse de Nice, œuvre de 1947, et œuvre dont il s'inspire pour créer cette affiche qui est commandée par la ville de Nice pour faire la promotion de la ville, promotion de par le monde, qui sera vue de par le monde, et très appréciée, très très belle affiche de Matisse pour déjà, vous voyez, pour faire vanter au niveau international son affection, son attachement pour cette ville, et cette affiche donc avec ce titre si merveilleux, voilà, Nice, travail et joie, Henri Matisse, voilà ce don de Matisse à la ville que je trouve parfaitement extraordinaire et qui résume assez bien tout ce que nous venons de dire. À sa mort, après sa mort donc en 1954, ses héritiers vont poursuivre cette mission. Donc Matisse a déjà donné à la ville quelques œuvres, dont la Nature morte aux Grenades, dont la Danseuse créole, et ses héritiers vont poursuivre cette mission et continuer donc des donations successives d'œuvres d'Henri Matisse et prévoir avec la ville de Nice un musée. Donc musée qui n'ouvrira qu'en 1963 dans la Villa des Arènes, qui est donc acquise par la ville de Nice pour y placer la grande collection Matisse, puisque c'est une collection qui réunit un ensemble exceptionnel d'œuvres d'Henri Matisse, un des plus grands ensembles conservés au monde d'œuvres d'Henri Matisse, dans la villa que Matisse connaissait et appréciait beaucoup, selon le témoignage de sa fille.
Donc voilà, la boucle est bouclée. Nous avons Matisse qui arrive à Nice en 1917 en se disant qu'il va y passer peut-être 1 ou 2 semaines. Et finalement, un musée qui lui est dédié. Voilà donc l'histoire extraordinaire de Matisse à Nice, de ce grand artiste qui choisit cette ville pour en faire son lieu de création.